Est-ce que vous êtes aussi dur que Manuel Bompard, eurodéputé de la France Insoumise, qui dit sur Twitter « Macron parle comme un disque rayé ». Vous n'avez pas été convaincu aujourd'hui ? Je pense qu'Emmanuel Macron a fait la démonstration qu'il n'avait pas compris l'ampleur de la crise dans laquelle on est. Il n'y a qu'à voir le peu d'annonces finalement qu'il y a à retenir de cet entretien, très peu. Et malheureusement, on voit que, alors qu'il devrait proposer le monde d'après, alors qu'il avait annoncé qu'il allait proposer un nouveau chemin, on voit qu'il n'y a aucun nouveau chemin, que les recettes sont toujours les mêmes et que la direction reste la même. Je suis donc très perplexe sur cet exercice qui, pour moi, est un exercice raté. Une question concernant Julie Garnier. S'il y a un point que vous devriez retenir de cette interview présidentielle, ce serait lequel ? Tout a été mauvais pendant 1h15 ? Ce qui m'a énormément choqué, ce sont les annonces bidons qu'on a eues. Il n'y a aucune mesure que vous retenez qui vous paraît quand même aller dans le bon chemin ? Quand je l'ai entendu parler, par exemple, du fret ferroviaire, alors que, justement, dans son quinquennat, il a arrêté le fret entre Perpignan et Rungis, mettant du coup sur la route près de 25 000 camions. Qu'on apprend là, il y a quelques jours, que la ligne de fret entre Volvic et le Mont d'Or va à nouveau fermer et va mettre encore plus 12 000 camions supplémentaires sur les routes, et qu'il nous chante les louanges du fret ferroviaire, il y a de quoi se poser des questions. Et des annonces bidons comme ça, malheureusement, il y en a tout un paquet dans son interview. Juste une autre, si vous me permettez. Le port du masque, c'est une annonce bidon pour le 1er août ? C'est une annonce qui arrive trop tard. Pourquoi le 1er août ? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 15 jours ? Enfin, on est encore à nouveau dans l'improvisation. Je vous l'ai dit, on est face à une crise et il prend du temps et on est encore dans une espèce d'attentisme et on ne comprend pas pourquoi. Si le masque doit être obligatoire, et il faut qu'il le soit, il faut également qu'il soit gratuit. Et c'est ce qu'on demandait justement pour permettre à toutes les personnes que ce ne soit pas une charge, un coût, mais que ça soit réellement une possibilité pour tout le monde de pouvoir le porter partout dans les lieux clos. Voilà. Les 300 000 contrats d'insertion pour les jeunes, exonération de charges pour les emplois jeunes, ça aussi, c'est des annonces bidons, selon vous ? Malheureusement, il faut des emplois garantis. Et ce qu'on voit, c'est que faire de l'exonération sur des cotisations coûte beaucoup plus cher que de garantir des emplois. C'est tout simplement, ça a un coût à peu près de 1 à 10. Des emplois garantis, par exemple, ce sont les emplois jeunes. Quand vous avez des emplois jeunes, ce sont des emplois garantis pendant 5 ans par l'État. Et ça coûte bien moins cher de faire ça plutôt que de faire des exonérations. On se demande pourquoi est-ce qu'on ne repart pas plutôt sur des emplois jeunes. Voilà. Parce que, mais vous l'avez expliqué vous-même, c'est parce qu'ils préfèrent donner la primauté à l'entreprise. Malheureusement, on voit que s'il y a une urgence et si vraiment il faut mettre les jeunes dans l'emploi, il y a d'autres solutions qui sont plus efficaces et qui coûtent moins cher. Il a été assez clair également sur le fait que la France allait connaître, on peut au moins lui reconnaître cela, c'est qu'il a été assez pragmatique. Il a dit il y aura beaucoup de chômage, près d'1 million. Oui, enfin, c'était pas très difficile à deviner en même temps. Hein. On sait très bien dans quelle situation on est. Il aurait pu l'occulter. Le problème, c'est que ce sont les solutions qu'ils proposent. Et malheureusement, là-dessus, on voit que c'est pas des vraies solutions. Nous, par exemple, à la France Insoumise, demain, nous allons présenter un plan de déconfinement économique. Ça, ce sont des solutions pratiques où justement, on va mettre en place ce qu'on aimerait faire, c'est la planification écologique. La planification, c'est pas un vain mot. Justement, s'il faut planifier le monde d'après, il faut le planifier et il faut changer notre écologie. C'est pour ça que nous ne parlons pas de transition écologique, nous parlons de bifurcation écologique. Parce qu'il faut revoir notre système, le repenser. Mais ça s'organise, ça se planifie. La France, vous savez, elle a fait exactement la même chose quand elle avait un grand défi devant elle, c'était en 1945. Elle avait le défi de la reconstruction. Elle a fait quoi ? Elle a fait la planification. La planification, c'était le plan Monet. Et ce plan Monet était à chaque fois détaillé pour chaque secteur. Par exemple, pour l'automobile, il y avait le plan Ponce. Et sur ce plan Ponce, à chaque fois, il fallait dire à des entreprises les productions qu'elles devaient faire et celles qu'elles ne devaient pas. Aujourd'hui, je ne vois pas, par exemple, Emmanuel Macron imposer à des entreprises des productions limitées, recentrées et qui vont dans une direction différente peut-être que ce qu'elles avaient imaginé. Parce qu'il est toujours dans une logique du produire pour produire, du productivisme. Or, on sait très bien que ce n'est pas ça la voie sur laquelle il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille sur une autre voie qui est sur une voie de l'écologie. Nous proposons notamment la règle verte, c'est-à-dire ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle est en capacité de reproduire. Ça, c'est un fondement. Ça, c'est un changement de système. Ça, c'est une vraie voie sur laquelle il faut qu'on aille. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, les personnes parlent d'écologie, mais ne comprennent pas ce que veut dire le mot écologie. Alors, vous vouliez dire quelque chose, Julie Garnier ?
Quelques mots. Sur ce thème. Sur le contrôle au faciès, il y a quand même une méthode qui est beaucoup plus facile à mettre en place et rapide, c'est le récépissé. On se demande bien pourquoi Emmanuel Macron ne le met pas en place. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire le lien de confiance. Monsieur, c'est pas parce qu'il y a eu des messages qui ont brouillé ce lien de confiance, c'est parce qu'il y a eu des faits. Quand aujourd'hui encore on apprend qu'un capitaine des CRS qui est suspecté de la mort, monsieur Mélenchon, monsieur, je vous ai pas interrompu. Allez-y. Suspecté de la mort de Zineb Redouane a refusé de fournir les 5 lanceurs de LBD qui justement auraient pu permettre une identification. Pourquoi est-ce qu'il refuse ? Quand il y a des journalistes, des manifestants, des observateurs, des simples passants qui se retrouvent blessés, mutilés et tués, on en est là en France, alors qu'ils ne faisaient rien, eh ben, oui, ça brise le lien de confiance. Quand il y a également un drapeau de confédéré dans un commissariat, oui, ça brise le lien de confiance. Quand sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des centaines de messages racistes, oui, ça brise le lien de confiance. Mais quand il y a des mensonges, je vais pas terminer. Moi, je vais pas aller dans. Les faits sont longs, mais les faits existent. Mais moi, je serais d'accord avec vous là-dessus. Et c'est ça qui brouille le lien de confiance. Je suis entièrement d'accord avec vous. Nous sommes les premiers à défendre justement le service public, parce que nous avons besoin d'un service public fort. Et quand monsieur dit qu'il n'y a pas de moyens, moi, je suis d'accord avec vous. Il faut des moyens. Mais il faut aussi qu'il y ait une institution qui soit capable de se remettre en cause. Oui. Et l'IGPN, là-dedans, malheureusement, a montré ses défaillances. Pourquoi est-ce que 350 plaintes sont aujourd'hui classées sans suite ? Pourquoi est-ce que des policiers, aujourd'hui, n'affichent pas leur RIO alors qu'ils le doivent ? On va laisser la parole à Erwan et on va conclure. Voilà, aucun sujet tabou. J'imagine que sur ce point, vous ne serez pas forcément d'accord. Je pense que c'est surtout la Macronie qui doit se sentir seule, parce que de la CGT jusqu'au MEDEF, tout le monde veut absolument que cette réforme passe sous le tapis. Malheureusement, il y en a qu'un qui s'entête là-dedans, c'est Emmanuel Macron. Alors on se demande pourquoi, est-ce qu'il se comporte comme un enfant gâté qui veut absolument assouvir son caprice avant la fin, ou alors est-ce qu'il répond à des intérêts particuliers obscurs ? Peut-être parce qu'il faudra aussi payer les retraites et savoir comment les financer. Mais ça c'est un choix, c'est-à-dire que la dette, il l'a fait passer sur le budget social et non pas sur le budget de l'État. C'est un choix politique qu'il a opéré, il aurait pu très bien le mettre sur le budget de l'État. Non, il a préféré mettre ça sur le budget social. Donc il veut faire peser ça uniquement sur les caisses sociales. Mais après la donne a changé, on peut reconnaître quand même qu'il y a Covid qui est passé par là, on était à 4 milliards, on est à 30 milliards aujourd'hui, le déficit n'est pas le même. Non, vous savez très bien que le COR, donc le comité justement sur les retraites, disait qu'il n'y avait à ce jour-là pas de problème, je parle bien sûr avant Covid, justement pour le financement des retraites. Sauf que le monde a changé. C'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait ça. Allez-y, finissez, puis On sait très bien que dans cette réforme des retraites, les grands gagnants, et beaucoup d'analyses en ont fait la démonstration, le grand gagnant là-dedans, c'était les fonds de pension, c'était les assurances, et cette réforme était faite pour eux et n'a jamais été faite pour les gens. Et c'est bien pour ça. Et c'est bien pour ça que les lobbies étaient derrière, que AXA faisait de la publicité là-dessus. Et on sait très bien qu'un système par points, c'est un système qui tout simplement privatise notre régime de retraite. Madame, je vais vous donner un exemple. Mais ce que vous n'expliquez pas, c'est que si cette réforme avait été passée avant, c'est-à-dire que si le point a été indexé sur le PIB tel qu'était prévu la réforme, aujourd'hui toutes les retraites, je dis bien toutes, auraient subi en moyenne une baisse de 156 € par mois. C'est ça la réalité, c'est que quand on indexe les retraites sur un PIB, à partir du moment où le PIB, la retraite, vous le savez d'ailleurs, elle était justement elle était plafonnée à 14% du PIB. Mais non, c'était pas du tout ça. Bah si, c'est comme ça que vous l'avez écrit en tout cas. Je suis désolée, mais 14% du PIB ne pouvait pas aller au-delà. Et donc quand vous avez un effondrement du PIB en cas de crise, ce qui est le cas aujourd'hui justement avec le Covid, et bien de fait, mécaniquement, vous avez aussi un effondrement des retraites.